Bienvenue à tous dans notre 11e épisode de Au-delà du live, le podcast qui explore l'actualité autour du numérique et de la collaboration. Et j'ai le plaisir tous les mois d'être avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Alain, bonjour à tous. Alors, tu nous as préparé pas mal de sujets assez palpitants parce que l'actualité, comme d'habitude, est toujours très chargée autour du numérique et des grandes questions. Donc, quel est le premier sujet que tu as voulu aborder dans ce Au-delà du live aujourd'hui ? Alors Alain, le premier sujet que je voulais aborder avec toi, il fait quand même plaisir, c'est à propos de certaines licornes, des licornes européennes qui, lors d'une réunion virtuelle organisée, donc c'était en mars dernier, avec la commissaire européenne à la recherche et à l'innovation, ont tout simplement demandé la création d'un fonds d'investissement de près de 100 milliards d'euros, quand même se rendre compte, pour Ouh. booster le secteur technologique sur le vieux continent. Donc on retrouve des entreprises parmi ces licornes comme BlaBlaCar, bien connu, Cabify, ou encore Facility Live, et qui expliquent en fait que tout simplement que si tu veux la surpuissance des big tech, donc les fameux GAFAM aux États-Unis, selon eux rend quasiment impossible la concurrence avec les acteurs européens, et vu qu'ils n'ont qu'à acheter un potentiel rival pour rendre la concurrence un peu moins rude. Donc ils ont demandé justement la création de ce fonds-là, tout en précisant évidemment que l'argent serait public mais également privé, puisque certaines licornes même envisageraient d'investir leur capital sur le long terme pour justement appuyer cette initiative. Donc moi je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de cette initiative. Est-ce que tu penses que l'Europe doit passer par ce genre de processus, par ce genre d'initiative, pour réussir à concurrencer tous justement les GAFAM américains, mais aussi chinois et tous les autres bien sûr. Ah, c'est vrai que c'est une question centrale en fait de notre développement numérique. Alors déjà pour les auditeurs, je rappelle les licornes, on n'est pas au pays de Disney, on parle bien de ces boîtes qui, en l'occurrence, pèsent plus d'1 milliard. Hein, c'est les unicorns, voilà, et maintenant on a les décacornes qui sont à 10 milliards de dollars de valorisation. Donc effectivement, c'est ces boîtes qui valent beaucoup en bourse. Donc c'est normal qu'elles demandent de l'argent en bourse parce que oui, Benoît, tu as entièrement raison. Le sujet est de taille et ils ont raison d'aller à Bruxelles. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas de bourse équivalente et de capacité financière équivalente aux États-Unis pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'on n'a pas un Nasdaq en Europe, et ce qui fait que c'est un grand manque et que nos entreprises n'ont pas des capacités de financement. Ça, c'est très, très clair. Après, là-dessus, je les soutiens à 200%, mais je me méfie toujours d'une approche uniquement basée sur le capital. Parce que le capital, c'est effectivement ce qu'on injecte pour justement pouvoir grandir, mais il faut aussi avoir des clients. Et ces clients-là, là, pour le coup, il y a aussi un autre aspect, c'est que l'achat, qu'il soit public ou l'achat privé aujourd'hui dans l'espace européen, est quand même majoritairement fléché, justement, en particulier américain. Donc, il y a aussi un effort à faire, et moi, j'ai interpellé aussi les pouvoirs publics pour dire que, en même temps qu'il faut avoir une politique vers le capital, les fameux 100 milliards, il faut aussi avoir une politique vers des investissements et qui donc sont des achats. Faut jamais oublier qu'aux États-Unis, les grosses boîtes, mais toutes celles qu'on connaît, hein, les Google, les Amazon, etc., ont tous, quand on regarde dans le détail, à un moment donné, du capital, ça c'est ce qu'on en voit de loin, et beaucoup d'achats publics, ça généralement on le voit un peu moins bien, parce qu'effectivement on n'est pas là-bas, et comme par hasard, il est fléché massivement vers ces boîtes-là. Encore récemment, là, par exemple, le DoD, le département de défense américain, a mis plus de 20 milliards d'achats, 22 milliards d'achats pour Microsoft, pour ses futurs casques de... Voilà, par exemple, c'est un sujet, tu sais, qu'on aime bien regarder, les casques de réalité virtuelle. Ah, ça te fait penser aux jeux vidéo, le monde de demain. Et ben, typiquement, quand on regarde, c'est un investissement finalement pour le futur. Ce que fait en fait le département de défense, c'est qu'il finance une boîte américaine qui en plus est déjà un leader sur sa R&D de demain. Donc oui, il faut du capital, mais il faut surtout des achats. S'il n'y a pas d'achat, ça sert à rien. On va financer des capacités de produits par ce capital, dont les débouchés seront américains. Le marché restera, le premier marché d'achat restera le marché américain. Et à nouveau, les boîtes seront rachetées. Donc ça, c'est vraiment le point sur les achats. Et c'est vrai que, par exemple, ça, ces achats publics, je pense que là, récemment, on l'a vu avec... Eh oui, voilà. Oui, j'allais t'en parler parce qu'effectivement les achats publics, t'en as parlé tout récemment dans ton live du vendredi, et puis
on estime, on pense que c'est un peu difficile, parce que voilà, tu parles de commande publique, mais d'un autre côté, on voit Michel Blanquer, donc notre ministre de l'Éducation nationale, qui, suite au fait que certains zen, donc espaces numériques de travail pour nos auditeurs, hein, on le rappelle, n'étaient pas disponibles pour les écoliers. Il a indiqué que c'était c'était directement à cause d'OVH et de l'incendie qu'il avait subi, ce que OVH a ensuite démenti. Est-ce que c'est pas un peu, voilà, du bashing de la French Tech à une heure où justement on aurait besoin, comme tu viens de l'expliquer, justement de commandes publiques pour appuyer nos solutions? Ah, mais c'est clair, mais je pense que là-dessus, le gouvernement a fait une faute. C'est carton rouge, quoi. C'est carton rouge. Et c'est pas un problème politique, d'ailleurs, hein. C'est une question de posture. Un dirigeant d'un État ou un ministre, voilà, ou un dirigeant d'entreprise doit défendre ses troupes. Voilà. Le point numéro 1, c'est, et on reviendra d'ailleurs sur le fond même de cette histoire, c'est qu'il a d'abord cherché les boucs émissaires plutôt que d'assumer sa propre responsabilité, ce qui est d'un point de vue politique une première faute. Et en plus, effectivement, on connaît Blanquer qui est pas très ami de la tech, faut le dire. Hein, il avait liké une semaine avant une vidéo parodique We don't need no online education. Enfin, tu vois le truc tu vois, voilà, parce que pour lui le online c'est vraiment toute la misère du monde. Donc effectivement, donc du coup, on a effectivement des ministres qui nous tirent dans le dos sur la French Tech. Il faut avoir ça en tête. D'un côté, on a nos amis là qui vont chercher 100 milliards à l'Europe, et de l'autre, il y a le ministre qui dit non, mais c'est OVH. Bon, alors, donc ça, c'est vraiment le point. Un ministre devrait jamais être dans cette posture-là. Mais on a eu aussi Cédrico, qui n'hésitait pas en tant que ministre de numérique dire que les Américains étaient meilleurs que nous. Jamais un ministre de l'Agriculture, je le dis à chaque fois, ne dirait que le vin de la Napa Valley est meilleur que le Bordeaux. Jamais. Même si en loose day, il boit du vin californien. Jamais. Bon. Alors que nous, il n'y a pas de problème. Bon. Ça, c'est un problème marketing de fond, de montrer notre valeur. Bon. Et je veux revenir juste sur le fond du sujet, parce que c'est intéressant. En plus, c'est un des postes qui a eu le plus de popularité, là-dessus. Et en plus, j'ai eu tout de suite les turifères des GAFAM qui sont venus en disant « Comment ça ?» Parce que j'avais eu le malheur de dire « Non, de toute façon, ça ne peut pas être OVH, parce que le système, le fameux Blackboard, qui est le système de ma classe à la maison, est en fait un outil américain hébergé sur Amazon. » Bon. Et on m'a dit « Mais pas du tout, je comprends pas, tu dénigres Amazon. » Pas du tout. Moi, j'ai juste factuellement mis en face de l'hébergeur OVH qui n'était pas Amazon. Et je voulais juste revenir d'un point de vue technique, c'est intéressant pour nos auditeurs. Quand vous cliquez justement sur ma classe à la maison, donc c'est les informations que j'ai eues, que j'ai glanées moi, je suis pas un expert, je suis pas rentré dans le système, donc mais vous allez voir, rien que ce que je vais vous donner comme info déjà est intéressant. Vous arrivez par le CNED, le fameux CNED, voilà, qui passe par un réseau qui est Renater, qui a un premier niveau de technique, qui ensuite, pour l'inscription, va sur un hébergeur belge. Très bien, donc des data centers belges, qui ensuite, pour la question de l'authentification, repasse en fonction si tu es dans un ENT, justement, les fameux ENT par région et par département. D'ailleurs, Blanquer a aussi, du coup, accusé ces gens-là. Par exemple, effectivement, l'ENT de Paris, il est effectivement hébergé par OVH. Mais d'autres ENT qui ne sont pas à Paris, ils ne sont pas hébergés par OVH. Et ensuite, il y a eu une salle d'attente, parce qu'il y a eu un développement autour de salle d'attente qui a été fait, parce qu'il y avait des risques, effectivement, que des trolls viennent dans cette fameuse ma classe à la maison faire du n'importe quoi, qui est hébergé par une ESN qui a fait tourner ça sur Digital Ocean, pour ceux qui connaissent, qui est un grand hébergeur américain. Et à la fin, vous avez donc le fameux Blackboard, qui est un outil SaaS qui est hébergé sur AWS. Donc on voit qu'il y a au moins 5 ou 6 composants techniques, et si ça se trouve, il y en a d'autres au milieu, des firewalls, etc. Bon. Donc, de grâce, entre ceux qui disent « Ah, mais si tu prends OVH, comme le ministre, c'est normal, ça marche pas », c'est absurde, parce qu'OVH a des capacités incroyables, et c'est ce que j'ai défendu. C'est pas parce qu'ils ont eu un incendie qu'ils assurent aujourd'hui des millions de services qui tournent. Et à l'inversement, c'est pas parce que vous allez prendre un cloud américain, par exemple AWS, que vous êtes sûr que ça tourne. Pourquoi ? Parce que le logiciel qui fait dessus peut être buggé, parce que ça peut passer par d'autres systèmes intermédiaires, et que c'est pas la marque finale qui garantit que ça marche. Voilà, c'est tout. Donc, moi, ce que je ramène en permanence, c'est un peu j'ai envie de dire de réserve, et d'arrêter d'être un peu, si tu vas chez Amazon, t'es sauvé, si tu vas chez OVH, t'es foutu, ou inversement. Si t'es pas sur un cloud souverain, t'es foutu. Non, la question, elle est que techniquement, on est dans des systèmes complexes. Et moi, je le dis très humblement, 15 millions d'écoliers qui sont arrivés le matin, c'est hard à gérer. Et on prend toujours l'exemple de Netflix. Oui, mais sauf que Netflix, il est en condition continue. Tous les jours, il a 20 millions et 100 millions de personnes qui viennent.
Donc, ça fait des années qu'ils progressent là-dessus. Et il y a eu des pannes avant. Donc, là, il se trouve effectivement, par contre, que notre ministre, au lieu de dire c'est la faute à OVH, il aurait mieux fait de dire, ou après c'est la faute au département, puis c'était même la faute aux étrangers. Tu vois, alors, les étrangers, toujours là, le bouc émissaire facile. Il aurait mieux fait de dire ok, on est face à un défi de monter en puissance, que tous nos écoliers de demain puissent avoir des conditions acceptables, et nous allons mobiliser l'écosystème numérique pour justement travailler là-dessus. Et l'écosystème numérique, c'est toutes les boîtes, et on en revient aux achats publics pour que justement, ils flèchent vers les 3 providers, par exemple, français, Scaleway, Outscale et OVH, mais pas que, aussi des Américains. Moi, je suis toujours pour la diversité. Comme ça, du coup, on minimise le risque. Travailler avec plein d'éditeurs de logiciels différents. Hein. Nous, par exemple, on a des choses à proposer. Nos amis concurrents et compétiteurs de Waller, ils font aussi des choses pour les classes à l'école. Enfin, on est nombreux à pouvoir fournir des choses. Et voilà, on serait tiré vers le haut plutôt que d'être tiré vers le bas, comme si on était des méchants et qu'il y avait les gentils et les méchants d'un côté. Tu vois, c'est ça qui est vraiment à comprendre. Et moi, j'ai l'impression d'avoir à faire des politiques qui, là-dessus, ont perdu la boussole de ce qu'était justement l'investissement à long terme, qui était ce qu'on appelle une politique publique industrielle, tout simplement. Merci Alain pour ces précisions. Donc voilà, ça nous permet aussi de vous montrer, chers auditeurs, que tous les sujets sont liés. Hein. Voilà, on parlait des achats publics il y a 1 ou 2 semaines et on en trouve encore qui alimentent le débat. Sans transition, Alain, alors on va parler du cloud maintenant. On va parler du cloud justement et évidemment de son lien avec la pandémie qu'on subit actuellement, puisqu'il y a eu un rapport donc du Synergy Research Group qui a révélé qu'en 2020, ça y est, effet de bascule important, les entreprises avaient davantage investi dans des infrastructures cloud que dans du matériel et des logiciels pour data center. Voilà, donc c'est 2 marchés qui étaient véritablement au coude à coude en 2019. Et là, ça y est, en 2020/2021, c'est une chose qui est révolue, puisque ça y est, les services cloud sont devenus le secteur dans lequel les entreprises investissent davantage que justement le secteur ô combien traditionnel du matériel et des data centers. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cet effet de bascule? Est-ce que c'est quelque chose qui était prévisible selon toi? Est-ce que qu'est-ce que tu penses de ce constat? Alors, ce qui est bien, c'est que prévisible, une fois que les choses sont faites, c'est toujours facile de dire, oui, je l'avais prévu, je l'avais dit. C'est vrai. Mais quand même, effectivement, ce qui était prévisible, c'est que tu prends, par exemple, Genspot créé en 2005, dans les baselines, nous on dit, voilà, l'avenir, ce sera le cloud. Donc, tu vois, c'est effectivement, mais, ce qui est intéressant, c'est que le cloud, il apparaît quand? Hein, on a été chercher ensemble sur Wikipédia, voilà. 96, dans le Technical Review, on parle la première fois du stockage dans le cloud. Le terme cloud, parce qu'effectivement, comment expliquer? C'était pas facile, il fallait trouver, ça c'est la grande métaphore, comment on fait pour expliquer que les ordinateurs sont plus sur les genoux, comme je dis, sous les bureaux, comme dans le temps. C'est le cloud. 96, on en parle pour la première fois. Et effectivement, 96-2020, donc ça fait 25 ans. Il a fallu 25 ans pour qu'un concept, mais plus qu'un concept, une réalité technique, parce que justement, derrière, il y a une réalité technique, oui. de penser que les serveurs ne nous appartiennent plus, mais sont en location et sont virtualisés, parce que finalement, c'est tout ça en même temps, d'où le côté cloud, le côté un peu léger, la virtualisation des machines. Et effectivement, l'AIS s'inverse, 130 milliards pour le IaaS et le PaaS, donc infrastructure as a service, et donc plateforme as a service, qui sont plutôt les accès, par exemple, pour bases de données ou des choses comme ça, et 89 milliards pour le matériel logiciel, avec 35% de croissance sur la partie IaaS PaaS et moins 6% sur la partie hardware. Alors, c'est clairement là, pour le coup, le point d'inflexion. Et tu vois, il faut 25 ans pour qu'il y ait un point d'inflexion. Ça, c'est fou quand même. 25 ans, l'âge de la maturité. L'année prochaine, le cloud n'aura plus le droit à sa carte jeune, hein, c'est fini, parce qu'à 26 ans, je crois, enfin, tu peux toujours un peu gruger à 6 mois près, mais là, c'est clair que c'est fini. On est sur la fin. Donc, ça veut dire qu'il faut 50 ans pour que, en fait, quand on dit que tout va plus vite, oui, mais regardez, c'est l'histoire. Enfin, 50 ans, c'est, quand on regarde, c'est le temps de vie d'un homme dans sa période active. De 20 à 70 ans, aujourd'hui, c'est à peu près ça. Enfin, bon, voilà. Et donc, c'est quand même fou qu'il faut tout ce temps-là pour faire cette évolution. Mais par contre, ça y est, c'est passé, c'est derrière nous. Et moi, ce que je pense, c'est que parce que c'est derrière nous, en fait, il y a déjà une vague derrière qui est en train d'arriver. C'est celle-là, en fait, qu'il va falloir surveiller. Tu vois, c'est quelle est l'autre vague derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière les nuages? En général, ce qu'on aime bien, c'est que ce soit le soleil ou la lune. Exactement, merci Alain.
Alors le sujet suivant est quand même nettement moins réjouissant parce que ça touche à une application que tu utilises depuis quelques semaines maintenant, directement après tes lives du vendredi. Donc Clubhouse, le dernier le réseau social qui cartonne tout simplement. Donc pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, en fait, la particularité de ce réseau est qu'il permet à ses utilisateurs de communiquer uniquement via la voix, donc via des canaux vocaux. Et le réseau, en fait, la CNIL, donc qui est bien connue, hein, qui est l'autorité française de protection des données personnelles des internautes à l'échelle de la France, a récemment ouvert une instruction et commencé à effectuer des petites vérifications pour savoir si l'application respectait le fameux RGPD, hein, le Règlement Hmm. général de protection des données, suite à une pétition, figure-toi. Donc il y a eu plusieurs signalements, hein, à droite à gauche d'internautes et une pétition a été signée par 10 000 personnes. Donc j'ai recensé deux problèmes. Donc qu'est-ce qu'on reproche à Clubhouse, tu me demanderas. Deux choses. La première, c'est que il semblerait que il y a quelques semaines, voire quelques mois, en fait, l'application avait accès aux données détaillées des carnets d'adresses des utilisateurs. Donc, je dis il semblerait puisque quelques jours après ces accusations-là, le fondateur et PDG de Clubhouse a dit ne vous inquiétez pas, bonnes gens, cet accès a été révolu. Donc, ça veut dire que c'était possible. Le deuxième élément, c'est qu'un pirate a démontré qu'il était possible en fait d'avoir accès illégalement aux conversations des internautes, conversations qui sont censées ne plus être accessibles après avoir été réalisées. Et il indique que le principal problème était que les internautes n'avaient pas conscience, n'étaient pas pleinement prévenus qu'ils étaient enregistrés. Donc moi j'ai envie de te poser la question, Alain, est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que maintenant aujourd'hui en 2021 un réseau social ça veut forcément dire des brèches de sécurité, des problèmes au niveau de la protection des données? Est-ce que si tu veux il va pas y avoir à terme une perte de confiance du grand public envers ces réseaux-là à force d'entendre continuellement des nouvelles de ce genre? Ah, tu poses le point de la confiance. Moi, je vais d'abord y répondre. Pourquoi c'est systématique? C'est systématique parce que dans la Silicon Valley en particulier, et tu as raison de le dire, Clubhouse, c'est une fusée qui émane de la Silicon Valley avec une vitesse fulgurante, avec une croissance en nombre d'utilisateurs, dont je fais d'ailleurs même partie. Tu vois, je fais partie du problème, et avec cette capacité justement incroyable de croissance. Et ce qui se passe, c'est quand on regarde le fameux bouquin de Ray Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui a, j'ai envie de dire, un petit peu conceptualisé ce que tout le monde sentait un peu dans la vallée, c'est qu'à un moment donné, il dit il y a le phénomène de winner take all, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul survivant, et pour ça, il faut hésiter sur aucune méthode sur la route de pirate. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc pirate, pourquoi? Parce que oui, tu sens bien que si tu veux lancer un réseau social, c'est plus facile de le lancer en ayant accès à ton carnet d'adresse pour aller faire un certain nombre d'opérations un peu borderline. Alors borderline éthiquement, mais borderline aussi par rapport aux lois RGPD. Tu vois, parce que je vais pouvoir, par exemple, au cas où, envoyer une petite notif. Ah, au fait, Alain, tu as Benoît sur Clubhouse. Comment ça, Benoît est sur Clubhouse, c'est pas moi, tu vois. Et donc là, je suis dans une misère absolue émotionnelle, tu vois. Et je m'en remets pas. Et donc, je veux une invitation. Et donc, ils ont beaucoup d'ailleurs joué là-dessus. Bon. Et pour ça, il faut calculer, par exemple, quel est ton graphe d'amis et maximiser ça et dire, tiens, lui, je vais en donner 3, lui, je vais lui donner 5 invitations. Et comme par hasard, personne ne comprenait trop comment ça marchait au début des invitations, mais ils ont créé un désir incroyable, tu vois, comme une boîte de nuit un peu chic, tu vois. Bon, voilà. Simplement, c'est que ça, c'est interdit aujourd'hui en Europe. Et ce sont des pirates. Le problème, et je vais te faire un lien avec un autre point, c'est que de pirates, c'est sympa parce qu'on dit c'est des pirates parce que c'est des débutants, sauf que c'est des boîtes hyper financées et dans le même temps, tu parles de la CNIL, le 1er avril, donc ce n'est pas une blague, je le dis à nos auditeurs, ni Google ni Facebook, alors qu'ils devaient avoir une nouvelle politique sur les cookies pour par exemple refuser les cookies tiers de manière très simple, ils n'ont pas mis en place la loi. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que tous ces géants de la Silicon Valley, de pirates sympathiques quand ils sont petits, quand c'est des gros machins, sont devenus des délinquants. C'est ça le truc. Et donc, tu vois, ça. Pourquoi? Parce qu'ils contreviennent systématiquement à la loi, sachant que de toute façon, c'est une impunité totale, ou de toute façon, s'ils réussissent, ce qui est leur objectif, je vais te dire, ils vont payer $1 million d'amende. Moi, j'ai fait le calcul, plusieurs fois dans cette émission. Je rigole. 30 centimes. Tiens, je te les donne, tes 30 centimes. Voire même, je te donne 50 centimes, même pour être gentil, tu vois. Et par contre, tu mets des avocats, ils disent, ah non, on n'a rien fait, oh là là. Tu vois, bon, donc, mais qu'est-ce qui se marre? D'ailleurs, il y a des mails, quand il y a eu des enquêtes, où on voyait qu'ils se marrent, parce qu'en fait, ils sont face à une puissance publique faible, tout simplement.
Donc on rigole des faibles, c'est tout, c'est une espèce de moquerie comme ça. Donc voilà dans quelle situation on est. Alors après, tu me dis, est-ce que du coup la confiance va être perdue? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'être humain a cette capacité d'oublier l'éthique qu'il y a derrière ce qu'il obtient. Tu vois? Donc, à un moment donné, si tu veux, c'est bien pour ça que, bah, tu vois, si tu n'as pas assez de cigarettes et qu'elles coûtent trop cher, bah, à un moment donné, tu finiras par avoir des cigarettes de contrebande. Et voilà, et tu vas fermer les yeux sur ça, tu vois. Il y a beaucoup de phénomènes comme ça sociologiques. On voit que si effectivement, bah, c'est les seuls pourvoyeurs de réseaux sociaux, bah, on ferme un peu les yeux. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur un Facebook, par exemple. On ferme les yeux parce que c'est le seul Facebook. On aurait 10 Facebook comme ça, et il y en aurait un qui serait un délinquant, il se ferait mais atomiser au mur. Mais comme c'est le seul, que tu n'as pas envie de perdre le lien que tu as fait avec tout ça, ton carnet d'adresse avec tous tes amis que tu as dedans, bah on le laisse, tu vois. Voilà. Et ça, c'est le phénomène aussi un peu du caïd dans les cités, tu vois. C'est ce phénomène-là. Que d'ailleurs, à la télé, on dit, oh, c'est vraiment pas bien, tout. Mais enfin, dès qu'on a un caïd autour de toi, bah, écoute, on le laisse, qu'est-ce que tu veux. Parce que l'État est faible. Voilà. Donc, moi, ce point sur Clubhouse nous fait juste montrer que l'Europe et la France est faible vis-à-vis de ça. Et par contre, t'inquiète pas, hein, s'il y a un site e-commerce français, tu vois, de pêche, truc, alors là, il va se fermer. Alors tout de suite, alors là, il va être fermé, tu vois. Puis alors, on va envoyer les policiers avec des menottes. C'est ça aujourd'hui. Non, mais la réalité de notre droit, il est là parce que un petit site e-commerce qui s'est pas occupé de ses cookies et qui se prend 15 000 euros d'amende, pour lui, si tu veux, c'est vraiment la misère. Lui, ça lui coûte très très cher. Ça voudrait dire que l'équivalent pour un Google qui l'a pas fait le 1er avril devrait payer, allez, tu vois, en équivalent chiffre d'affaires, 50 milliards. Tu vois? C'est pas la même somme tout de suite. Ça, c'est voilà, sûr que... et voilà. Mais tu vois, non, mais tu vois, quand on met les proportions, tout d'un coup, on comprend. Voilà, moi, je le dis toujours, on est dans un modèle aujourd'hui dans lequel on est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et que ça, moi, effectivement, tu sais bien que c'est un de mes chevaux de bataille parce que je trouve que c'est ça qui crée de la violence. Voilà, beaucoup de violence. Bah, puis ça revient à ce que tu disais sur les achats publics et l'importance justement d'être soutenu par l'écosystème politique français et européen. Merci beaucoup Alain. On continue sur le digital, sur le numérique. Alors cette fois, on va parler rapidement des TPE. Mais Voilà, oui, les mais TPE. il faut. Ouais. Et c'est important, mais oui, c'est important. On a parlé à de nombreuses reprises de différentes études dans cette émission. On parlait des PME, on parlait des grands comptes, et là maintenant, aujourd'hui, on parle des TPE, donc c'est une très bonne chose. Donc l'IFOP, donc un institut bien connu qui fait quand même un certain nombre d'études, s'est intéressé justement à l'expérience des TPE vis-à-vis de la digitalisation. Donc c'est une étude qui a été réalisée à la demande de Mastercard. Et donc évidemment, pour chaque étude, il y a une multitude de chiffres qui ressortent. 64% des TPE interrogés se disent optimistes sur la situation de leur entreprise. 15 d'entre elles ont accéléré leur projet de digitalisation. Donc je vous encourage vivement, 15 ou chers auditeurs, à aller 15%? voir. C'est 15%. 15%, parce que ce serait pas pareil. Là, je t'aurais dit, Alain, il y a un problème. Il y a un problème. L'étude me semble un petit peu, un petit peu problématique. Mais il y a, parmi tous ces chiffres-là, donc, comme je vous le disais, je vous invite à aller voir de vos propres yeux l'étude en question. Il y a un chiffre qui interpelle, c'est que quand on a demandé, en fait, aux dirigeants des TPE, quelles étaient, selon eux, les raisons qui expliquaient l'absence, ou du moins le faible nombre de projets de digitalisation au sein des TPE, eh bien, près de 51% répondent que pour eux, la digitalisation n'est pas quelque chose de nécessaire pour l'entreprise. Voilà. Donc ça veut dire que pour la majorité des TPE, pas toutes bien évidemment, mais si tu veux, le digital, c'est un passage obligé, forcé, mais c'est pas une nécessité. Donc qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là? Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque que quand on est justement, il n'y a pas de plaisir, c'est que du coup, on va aborder ça, en particulier en France, de la manière la plus détestable, hein, parce qu'en fait, quand on te dit t'es obligé de, tu vois, ça nous rappelle, pour ceux qui n'aimaient pas l'école, t'es obligé de faire tes devoirs, t'es obligé de faire ça, t'as pas le droit de sortir à pas telle heure, enfin on le voit bien, là, c'est toutes les obligations qui nous créent non pas des contraintes vertueuses, mais quelque chose qui se fait avec du sable dans la bouche. Donc ça, c'est un vrai sujet de fond occidental et français par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on rate ce virage digital vis-à-vis des TPE, mais aussi des PME? Parce que je fais le lien, tu vois, avec un autre
que j'ai abordé, tu sais, dans mon live, je crois que c'est pas celui-ci, c'est le dernier live en question. 77% des PME, donc là de 20, donc là, on fait le lien entre les TPE puis après les PME, de 20 à 100 personnes disent non au télétravail après la reprise du confinement. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez poursuivre après le confinement ? Non, 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 77% des PME disent non. Et donc, la question de la digitalisation, parce que c'est quoi digitaliser, hein ? C'est effectivement, par exemple, le télétravail en fait partie. La relation client en fait partie. Le fait de se dire qu'on est autant, et c'est des millions, hein, je veux dire, les TPE, il y en a des millions, et les PME, il y en a aussi des millions, donc on parle vraiment de millions d'entreprises, mais aussi de personnes, qui du coup n'ont pas envie d'aller dans ce chemin-là. Moi, je pense que c'est effectivement parce que, encore une fois, rien n'est fait pour eux. Voilà, c'est pas là où on porte les efforts. On porte les efforts toujours sur les gros, on va faciliter les choses, mais pas pour les petits. Je prends un exemple tout simple. Tu sais, moi, à Genspot, à un moment donné, on a mis en place un système de carte bleue, tu sais, pour pouvoir faire payer les clients, etc. Oui. Quand je suis allé à la banque pour faire ça, ils m'ont fait signer, il y avait un formulaire qui était en 3 niveaux. 3 niveaux. Ah bon ? 3 niveaux qui faisaient chaque 10 pages, parce que il fallait que moi, en tant que personne morale et administrateur, voire conseil d'administration, bon, je délègue, oui, tu vas voir, un manager de business unit l'autorisation de faire des cartes bleues, qui ensuite était délégué à un opérationnel qui pourrait ensuite déléguer sur le terrain à des personnes. D'accord ? Mais pourquoi ? Mais ça, où est-ce que tu as ça ? Bah, tu as ça chez Carrefour. Carrefour, tu as le conseil d'administration, dans lequel ensuite tu as des magasins, dans lequel ensuite tu as effectivement et oui, et voilà. Et donc, voilà. Et j'ai passé 45 minutes, en plus avec, je ne veux pas citer la banque, la pauvre, en plus la conseillère qui comprenait rien au formulaire, qui savait pas ce qu'il fallait remplir. Et là, tu vois, tout l'esprit de penser pour les gros et pas penser pour les TPE. Donc aujourd'hui, pour les TPE, c'est hyper compliqué en fait. C'est hyper compliqué, tout est compliqué, rien n'est simple. Et en plus, on a effectivement une transition, on parlait du cloud, qui est encore entre les deux. On a tout un tissu d'ESN qui préfère vendre du service plutôt que de vendre, par exemple, des solutions en SaaS. Donc là, on va bricoler des trucs qu'on installe sur les serveurs. Donc, si le pauvre patron qui a mis en place un WordPress et qui, du coup, a perdu ses backups, tu vois, bah, il pleure sa mère, là, avec OVH, tu vois. Ben parce qu'en fait, il n'a pas choisi d'aller sur un outil SaaS pour son site, par exemple. Voilà, tu vois. Donc, c'est là où on retrouve que la culture dont on parlait tout à l'heure sur le cloud, elle est pas encore arrivée dans les TPE-PME françaises, que d'un autre côté, les pouvoirs publics aident pas ça. Et d'ailleurs, alors, tu vois, un exemple, alors là, pour le coup, tu vas croire que vraiment le gouvernement, il fait vraiment rien de ce qu'il faut. Le gouvernement a dit on va digitaliser les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Et on en parlait d'ailleurs en Clubhouse, justement, on était tout à fait d'accord avec dans une room dans laquelle on a animé autour de ce sujet-là. Ils ont proposé quoi ? Un chèque pour les TPE pour dépenser de la pub et faire des sites en ligne, un site vitrine. Est-ce que c'est un site vitrine qui sauve une TPE ? Bah non. Qu'elle fasse un site, c'est rapide. Mais qu'on lui donne 500 € pour ensuite dépenser à Google, est-ce que c'est vraiment malin ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, meilleur temps, quand on parle de transformation digitale, à voir comment elle peut transformer la relation qu'elle a avec son comptable, avec justement le télétravail, et donc l'aider dans son organisation interne, plutôt que d'avoir un site vitrine, le énième site vitrine qui fera 3 pages qui seront moches, parce qu'en plus, c'est pas le sujet, de quelqu'un, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est de la relation. Une TPE, elle veut avoir un système de relation plus simple. Donc, par exemple, l'aider à mettre des systèmes comme Aircall, qui sont des systèmes tu vois, typiquement européens pour faire ou comme nous, ce qu'on utilise, Benoît, qui est Ringover, qui est aussi une autre solution française qui permet justement, ce qu'utilisent tous les gens, nous, à Genspot, pour avoir un lien téléphone, mobile, etc. Voilà, tu vois, mais l'État n'a même pas... L'État, en gros, est encore dans les années 2000. L'État dit « Ah, les petites entreprises ont besoin de sites web. » Non, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de site web aujourd'hui. Les canaux de communication, il y en a partout. À la limite, l'État ferait mieux de, par exemple, pousser un acteur Facebook européen compatible, voilà, et faire que les TPE aillent sur ce système-là, par exemple. Tu vois, il y a d'autres façons plus modernes d'inventer justement la relation. Et ça, j'ai l'impression que
on court après, et effectivement, on n'a pas de vision politique là-dessus. Bon, bah voilà, et quand je dis pas de vision politique, mais c'est vrai aussi, je suis désolé de leur dire, hein, des CCI, voire du MEDEF, qui est pas du tout, pour moi, numérique suffisamment aujourd'hui. Et encore, le nouveau patron du MEDEF, je trouve beaucoup plus alerte sur ces questions-là, mais il n'a pas mis la question numérique au centre du jeu. Il reste encore sur des questions sociales, il pose la question toujours autour de ces questions-là, alors que ça fait longtemps, par exemple, que la question sociale, je dis pas qu'elle est résolue en France, mais enfin bon, on a de plus en plus de freelance, on a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, enfin, on n'a jamais eu autant d'auto-entrepreneurs. Le problème n'est plus un problème de ce type-là en France, voilà. Mais on en parle encore comme si c'était le problème, alors qu'il est réglé celui-là. Enfin, tu vois, il y a un côté, justement, on ne prend pas la vitesse du digital et on est sur des vieilles lunes et des vieux sujets. Donc, faut pas être étonné que les TPE qui sont le dernier kilomètre, ceux qui ont le plus à souffrir de ça, bah, c'est dur pour eux. Et tu vois, je te rajoute une petite lichette de fibres dans lequel c'est un bazar sans nom, tu vois, parce que pour avoir la fibre, c'est quand même une bataille en France, c'est pas du tout évident. Je veux dire, dès que tu sors des grandes métropoles, parce que ça, t'inquiète pas que les politiques se sont bien servis sur les grandes métropoles, mais dès que tu vas après plus loin, or les TPE, elles sont où? Elles sont pas dans les grandes métropoles, justement. Elles sont à la périphérie. Ah bah, à la périphérie, t'as pas de réseau. Ah bah voilà. Et donc, si tu veux, t'as vraiment, et parce qu'on n'a pas pris en compte, on a pris en compte le cœur du réseau et pas l'extérieur, d'abord. Donc oui, les pauvres TPE, je pense qu'elles ont, elles subissent tout ça. Or, c'est notre tissu industriel. Donc, moi, je pense que c'est essentiel qu'on les remette dans le peloton. Nous, modestement, on fait ça plutôt au niveau des PME, hein, parce que Genspot équipe beaucoup de PME et de TI, et on n'est pas intéressé que par les grands comptes. Je le dis clairement, mais c'est aussi une... mais je vois, par exemple, c'est pas en France, par exemple, quand tu dis je travaille pour des PME ETI, tu vois, on ne dit pas waouh, super, tu vois. Si tu travailles pour un grand groupe, L'Oréal, on dit waouh. Mais c'est pas pareil. voilà. Bon, bah ça, par exemple, il faut l'inverser. Il faudrait se dire que quelqu'un qui a des milliers de clients est aussi respectable que quelqu'un qui a 2 clients plus gros. Voilà. S'il y a pas, à un moment donné, la question, c'est quel est ton chiffre d'affaires et ta croissance, et non pas quels sont les gens que tu fréquentes. Voilà. Donc, il faut sortir de cette aristocratie française sur lequel, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Les TPE et les PME méritent mieux. Embarquer tout le monde, tout ce tissu industriel dans le monde digital, hein, voilà bien un objectif alors, prometteur pour l'avenir. Je regarde l'heure et je sais qu'on est arrivé quasiment à la fin de l'émission, sauf le bonus. Donc le bonus que j'attends à chaque fois tous les mois, je peux pas savoir, tu vois, de savoir. Alors justement, quelle est l'info insolite ou surprenante de ce mois que tu nous as déniché, Benoît? Alors, écoute, Alain, le sujet bonus, mais moi, j'ai dû relire le titre 2 fois parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on va vraiment réussir à faire ça? Donc, comme tout le monde le sait, maintenant, les entreprises et les États sont amenés à stocker des quantités de plus en plus massives de données. C'est vraiment devenu une priorité. Et ben, écoute, maintenant, bientôt en tout cas, on pourrait potentiellement stocker des données sur de l'ADN à des coûts réduits grâce à une solution qui est développée par le laboratoire national de Los Alamos et qui s'appelle ADS Codex. Voilà, stocker des données, Alain, sur une bribe d'ADN, sur ton ADN, sur le mien, sur celui du voisin. C'est c'est ce que nous promet l'avenir. Donc voilà, des quantités mais vraiment astronomiques de données, juste voilà sur l'équivalent d'une balle de ping-pong. C'est c'est ce qu'on nous promet à l'avenir en plus de tous les. Donc Los Alamos, c'est là où on a inventé la bombe atomique aussi. Hein, donc c'est des gens explosifs. Hein. Voilà, ils aiment bien. Écoute, moi j'en suis encore à savoir si demain on pourra manger par exemple des insectes. Tu vois, quand on parle d'ADN un peu étranger, donc peut-être que après manger des insectes, eh ben on ira stocker effectivement. Que tu veux stocker sur moi et sur toi, mais enfin on peut le stocker aussi peut-être sur des animaux, sur l'ADN, il y en a partout. C'est le vivant. Écoute, l'humain est en train même de coloniser le vivant pour stocker les données. Bah, ma foi, hein, on n'arrête pas le progrès, comme disait ma grand-mère. Et effectivement, merci pour cette info insolite. Hein. Et donc, surveillez vos stockages et vos terabits, hein, parce que c'est le moment de le dire. On va mettre tout ça dans l'ADN de chacun. Bah, écoute, Benoît, merci encore pour au-delà du live. Écoute, j'ai merci à toi, Alain, de partager ces sujets. Hein. On a actualité toujours chaude. Hein. Vraiment, on a...
Depuis le début 2021, je dis à chaque épisode et ça se confirme mois après mois, depuis le début de l'année, le numérique est une actualité qui est, foisonnante et passionnante et qu'on a à cœur à traiter dans cette émission. Mais voilà, toujours pour apporter effectivement un peu de recul, et des chiffres, un peu de fact-checking aussi et quand même aussi de se mouiller dans ce monde où effectivement de pas rester, un petit peu trop tiède. Il y a besoin aussi d'engagement et de dire effectivement quelles sont les valeurs qu'on attend demain du numérique parce que ce qu'on attend, c'est effectivement un numérique aussi, plus inclusif, positif, et c'est aussi des valeurs qu'on défend à Genspot et je sais qu'on les partage avec Benoît à chaque fois, tous les mois au-delà du live. Et ben donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour au-delà du live, comme toujours, enregistrement en début de mois, donc début de mois de mai, en fonction des ponts là qui nous arrivent, parce que le mois de mai est un mois bien particulier. Et puis comme tous les habitudes, tous les vendredis, bonjour les spotters, le live du vendredi à 15h, qui maintenant effectivement a une réplique dans Clubhouse à 15h30, qui est Absolument. en fait, on réinclut des auditeurs qui ont écouté le live et avec lesquels on débat en direct. C'est vraiment intéressant. Je vous enjoins à nous rejoindre. Et puis, sans doute, aux alentours de mai-juin, après 2 mois, le live, le big, l'émission dans lequel là aussi, on prend le temps sur un sujet d'accueillir des invités pour travailler le fond. La dernière fois, c'était le no-code, pour lequel on est revenu. Comment est-ce qu'on peut faire du numérique no-code, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de coder pour fournir des outils numériques. Là aussi, on a beaucoup parlé de numérique inclusif. Donc, merci encore, Benoît. Je vois, il est 35, c'est parfait. Écoute, on est dans les temps. Encore un plaisir et donc je vous dis à bientôt.